Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Gérald, je suis pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Mathieu, aujourd'hui, on a décidé de faire un épisode sur l'affaire Pélico, que les médias appellent l'affaire des viols de Mazan. On coupe un peu avec notre série, mais quand même, on a choisi de faire cet épisode parce qu'il y a un lien connexe avec la question de la masculinité. Et on s'est dit que c'était intéressant de parler de ce sujet-là, n'est-ce pas ? Oui, en plus c'est notre 200e épisode, donc on s'est dit, bon tiens, pour fêter 200 épisodes, qu'est-ce qu'on va faire ? Hop là. C'est le 200e ? Mais oui, c'est le 200e. Mais qu'est-ce qu'on est des brels. Mais je pense qu'il faudra qu'on fasse un truc spécial au 213, par exemple, tu vois. Ouais, en fait, il faut prendre un peu, tu vois, faut déconstruire les codes. Faut déconstruire les anniversaires, les trucs et tout. Ça sert à rien de faire un truc ouais, voilà. On fera un épisode spécial dans un épisode pas spécial. C'est le 200e. Bon, bah, ok. Tu vois, moi, je savais même pas que c'était voilà, bon anniversaire. Je savais même pas que c'était le 200e. Mais sérieusement, on veut parler de ce truc. Alors, l'idée n'est pas de surfer sur une triste et sordide affaire. Il y en a régulièrement dans les médias. Celle-là, elle est quand même particulière. Mais je crois que toi comme moi, elle nous a, et je pense comme beaucoup de monde, vraiment dégoûté, quoi. Dégoûté, vraiment attristé. Et vu qu'on travaille sur la masculinité, on s'est dit qu'il y avait quelque chose quand même un petit peu peut-être c'était un cas, disons que ça illustrait très tristement certaines problématiques qu'on étudie et que ça méritait d'apporter le regard un petit peu de Memento Mori là-dessus. Ouais, c'est ça. Et puis, ça fait partie de ces affaires où on passe de 0 à 100 en 3 secondes. Et il y a une espèce de... Tu vois, c'est aussi la providence qui fait que ce gars s'est fait choper. Donc, Dominique Pélico se fait choper par un vigile en train d'essayer de filmer sous la jupe d'une femme. Le vigile, parce que c'est un homme bon, ne lâche pas l'affaire et ne veut pas laisser repartir cet homme comme si de rien n'était. Il garde aussi son téléphone. Il va un peu à l'encontre de ce qu'il aurait pu faire et puis de ce qu'il aurait fait, tu vois, s'il avait voulu choisir le plus simple ou par paresse. Mais il choisit de faire ce qui est bien. Ouais. Et ensuite, on voit que rapidement, plutôt les enquêteurs vont tirer un petit peu sur la pelote et que ils vont découvrir quelque chose d'absolument abominable. Et nous, on découvre cette affaire avec l'abomination directe. C'est comme si t'avais oublié un Tupperware et tu l'ouvres et c'est tout moisi direct. C'est dégueulasse. Il y a des verres partout. Et nous, c'est ce qu'on a en face, là. C'est ce qu'on voit dans cette affaire. On a une affaire qui est dégueulasse, qui est le mal le plus noir et le plus sombre. Et en fait, c'est sordide. Et il y a beaucoup de... On en parlera, mais il y a beaucoup d'éléments de l'affaire qui viennent nous secouer. Qui rendent cette affaire aussi particulière. C'est pas juste un fait divers et c'est pas juste une affaire de viol. Il y a quelque chose une dimension sociétale dans cette affaire et une dimension aussi essentielle. Et on l'a vu dans beaucoup de commentaires. Ça a donné lieu à beaucoup de réactions et notamment des réactions chez certains hommes, certains collectifs ou alors on a vu, tu m'as partagé la tribune qui a été signée par 200 hommes qui partagent une feuille de route pour lutter contre ce qu'ils appellent une domination masculine systémique. Ouais. Et en fait,
ils mettent cette domination-là sur la question de la masculinité. Nous, on la met sur le compte de la nature humaine. Mais d'un coup, en fait, on se rend compte que l'homme est mauvais. Et on voit le mal en face. Ouais. Mais juste avant qu'on y aille, je voudrais. Tu as commencé à rappeler les faits. Et pardon, je suis comme ça. On y va direct. Fais-nous un petit rappel des faits. Mais c'est ça que ça suscite. En fait, c'est justement ça. C'est que. En fait, ça te prend au trip tellement. C'est le genre de truc. Exactement. Et on va revenir dessus de ce besoin justement de creuser, d'essayer de comprendre ce qu'il se passe chez tout le monde. Hein. Mais donc cette affaire, elle est jugée, donc elle concerne cette femme, Gisèle Pelicot, qui a été donc victime de viol a été violée par son mari et Dominique Pelicot, et sur une période de plus de 10 ans, il a aussi organisé le viol de sa femme. Il l'a droguée pour permettre à des dizaines d'hommes. Alors, on estime qu'apparemment, il y a eu plus de 80 hommes qui se sont succédés pour la violer. 51 ont été chopés. Et en fait, il invitait ces hommes à venir chez lui pendant qu'il avait drogué sa femme et qu'elle était inconsciente pour qu'il puisse donc la violer, alors que lui, il filmait pour son plaisir. Et il passait des annonces sur un site qui a été fermé depuis, qui s'appelle Coco, je crois. Hein. Donc les hommes venaient et violaient sa femme. Et donc tu as raconté comment est-ce qu'il s'est fait choper. Le procès a ouvert là, on est en septembre 2024. Là aujourd'hui, nous on est le 24 septembre, donc le procès est en cours. Donc ils ne sont pas encore jugés, tous ces hommes. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est ce qui est aussi troublant, hein, c'est que les hommes qui viennent là, donc il y en a au moins 80, viennent d'un rayon qui est proche. En fait, ce sont que des gens des environs de Mazan. Donc, j'ai regardé, ils estiment une zone d'un périmètre d'environ 100 km. Donc c'est rien du tout, et c'est ça aussi qui est terrible. C'est des profils d'hommes de 26 à 73 ans qui exercent tout plein de choses métiers dans la société. Bon, certains, comme d'ailleurs Dominique Pelicot, qui a été suspecté, il y a des choses apparemment en cours, voilà, mais il y a des choses où, en tout cas, il a été impliqué dans des affaires de viol dans les années 90. Et là, il y en a certains d'entre eux qui ont aussi des hommes accusés avec lui, qui ont aussi un certain pédigré là-dedans. Hein, c'est pas leur premier acte. Donc voilà. Et ce qui peut-être aussi qui est particulier, c'est que normalement, quand il y a des choses aussi atroces qu'il se passe, c'est souvent des jugements qui sont faits en huis clos. Parce que le huis clos permet de protéger les victimes et de s'exprimer plus librement. Et là, non, Gisèle Pelicot, elle a décidé de mettre en lumière ce qui lui était arrivé, de ne pas cacher et donc d'accepter que les audiences soient publiques, donc avec la présence du public et de la presse. Et c'est ce qui permet un retentissement tout particulier, parce que les journalistes remplissent la salle et suivent et rendent compte jour par jour de ce qui se passe. Il y a aussi des journalistes du monde entier qui sont là. Génial la pub pour la France, hein, c'est super. Je sais que, tu vois, des fois, tu entends parler d'affaires sordides, pareil, qui se passent en Inde. Tu sais, il y a eu des affaires régulièrement qui se passent en Inde où des femmes ont été violées par plein d'hommes, et voilà, mais on se dit, bon, c'est l'Inde, il y a le système des castes, nous, on est le pays des droits de l'homme et tout. Tiens, cadeau. Et donc voilà. Et effectivement, le procès suscite beaucoup de questions sur la masculinité, sur le patriarcat. Est-ce que ce sont des monstres? Non, ce ne sont pas des monstres, ce sont des hommes, c'est monsieur tout le monde. Ce sont des bons pères de famille, entre guillemets, qui sont là. Enfin bref, le procès fait surgir plein de choses. Et puis l'horreur même de la chose, avant de son traitement sociologique ou politique, l'horreur même de la chose, d'un procès qui vient secouer notre société tout entière. Ouais, c'est ça. On voit avec le profil différent aussi de
de tous ces hommes dont tu as parlé, on retrouve cette liste de profils sur la page Wikipédia de l'affaire, qui va s'étoffer au fur et à mesure. Mais on se rend compte que c'est des hommes de tous horizons, de toute nationalité, enfin de toute origine, de tout âge. Et alors, la question, ça va être, je pense, une des questions que pose le procès, c'est est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est n'importe qui? Et une des réponses qui a été apportée, c'est que c'est tout le monde. C'est justement que l'ensemble et la grande diversité de tous ces hommes nous montre que il y a tout le monde, c'est tous les hommes en fait qui sont des violeurs en puissance. Ça, c'est une rhétorique. Mais en tout cas, alors on va voir si on est d'accord avec ça ou pas, ou dans quelle mesure on est d'accord avec ça, mais on voit que c'est n'importe qui. Et ce que tu disais, je pense s'il y a une chose qui a aussi bouleversé les gens, c'est que d'un coup, on est saisi, pas forcément de suspicion envers n'importe qui, mais en tout cas de lucidité en se disant, ces gens-là, c'est les voisins de quelqu'un. Et qu'on se balade, on se baladant, on regarde un immeuble, on se dit, tiens, là-dedans, il y a probablement un gars qui pourrait faire ce genre de truc ou qui a fait ce genre de truc. En fait, statistiquement, c'est tellement vaste. C'est tellement, il y a tellement d'hommes. Et on se dit, c'est tellement sordide que c'est choquant et qu'on s'attendrait pas à ce qu'il y ait autant d'hommes qui acceptent cette proposition-là qui a été faite par le mari de Gisèle Pellico de venir abuser de sa femme. Et on se rend compte que le monde est pourri. On le dit assez rapidement et on le dit surtout quand le monde nous fait mal. Mais là, on est face à un mal qui est un mal qu'on ne peut pas expliquer. Si en fait, on n'a pas dans notre logiciel, si on n'a pas dans notre vision du monde une notion d'un mal qui existe et qui nous corrompt, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas. Ou alors, on va essayer de l'expliquer. Et ça, c'est voilà, on va en parler, mais il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer. Mais ça nous met face à un truc qu'on a du mal à regarder en face. La justice a toujours comme logique d'individualisation de la peine et donc de chercher à expliquer s'il y a des circonstances atténuantes, s'il y a des choses qui ont fait. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est passée à l'acte pour le juger de façon adéquate. Mais c'est clair que pour nous et pour les victimes, toute tentative, c'est Henri Blocher qui dit ça, mais toute vision du monde qui essaye d'expliquer le mal va toujours finalement amoindrir la malignité du mal. Ouais. Parce que toute justification humaine, rationalisation du mal, finalement, tend un petit peu à l'amoindrir, quoi. Et je te rejoins là-dedans dans le fait que cette situation, justement, on se prend la réalité du mal en pleine figure, l'existence du mal dans ce qu'il a d'absolu, de laid, de perfide, de perversion, et qui n'est pas explicable. Et en fait, je trouve que le sentiment troublant qui ressort, et que je l'ai vu dans plein de journalistes, dans plein de personnes qui essaient ou quand il y a des réactions qu'on entend dans les médias là-dessus, et même le mien, c'est que tu vois la puissance donc cette perversion du mal, et que ce ressenti, l'expliquer avec une vision du monde immanentiste, matérialiste, c'est la renvoyer à une réaction qui est strictement émotionnelle et de l'expliquer de façon sociologique, etc., en fait, ne correspond pas au sentiment profond de dégoût, d'horreur que tu ressens. Et je trouve que, tu vois, que Dieu aussi se sert de ce genre d'événement pour nous rappeler, je crois, la réalité, effectivement, que le mal existe, qu'il est atroce. Et je pense à Charles Taylor, encore une fois,
qui dit que l'homme, en fait, le cadre immanent, hein, quand on rejette Dieu et toute transcendance, que dans ce cadre-là, l'homme doute toujours parce qu'il peut faire l'expérience d'une plénitude qu'il a du mal à expliquer par la rationalité. Et il dit, bah, tu vois, par exemple, face à l'émerveillement devant une œuvre d'art ou devant un immense paysage, on est obligé de renvoyer à une dimension spirituelle, tu vois, la bouffée d'amour que tu peux avoir pour ton enfant ou ton conjoint, ou voilà, va te renvoyer vers quelque chose où ça, tu peux pas l'expliquer juste par les systèmes chimiques du cerveau. C'est totalement amoindrir la réalité de ce que tu vis. Et la science ou rien ne peut expliquer ça parce que c'est spirituel. Eh bien, là, tu vois, je crois qu'on a l'inverse. C'est qu'on est tellement exposé à quelque chose d'horrible qu'on goûte à la dimension spirituelle, tu vois, du mal, et on se dit, mais comment on peut en arriver là, quoi, tu vois, et il y a que la vision biblique du monde, de la réalité du péché et de Satan qui peut pervertir l'homme jusqu'à faire ce qui nous semblerait impensable, qui rend justice à ce sentiment-là, quoi. Oui, le mal et le malin, délivre-nous du malin, et un vrai danger, une vraie menace, et qui est renvoyé d'autant plus, je trouve, à la concentration, effectivement, de dire c'est juste des hommes de l'entourage. C'est pas qu'il a trouvé 100 hommes dans le monde ou dans le pays pour faire ça. Il les a trouvés juste autour de chez lui. Et ça, moi, je suis père, j'ai une gamine de 13 ans, j'ai mon épouse et tout, mais ça peut te rendre parano, ce genre de truc. Mais jamais je veux qu'elle se retrouve seule dans la rue. Dès que tu vois un homme qui va s'adresser à ta femme, à un enfant, tu te dis, mais c'est quoi son intention? Qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, tu deviens dingue, en fait. Tu deviens misanthrope. C'est horrible. Ouais. Et tu disais justement, je crois qu'il y a un truc où ça tape, enfin ça vient, ouais, je sais pas comment on dit, ça vient puiser dans la dimension de la justice et du mal. C'est que la justice, elle veut non seulement punir le mal, mais elle veut aussi, comme tu disais, hein, la défense, elle va être là pour essayer d'expliquer ou d'amoindrir le mal, justement. Ouais. Et de l'amoindrir, souvent en l'expliquant. On donne des circonstances atténuantes. Ouais. Ou en culpabilisant, en chargeant la victime aussi. Exactement. En déplaçant la culpabilité. Mais comme tu disais, et je pense qu'il y a quelque chose que personne ne pourra être satisfait de quoi que ce soit d'autre comme explication que juste c'est mal. C'est mal. Il n'y a rien d'autre qui peut expliquer, en fait. Tu peux dire tout ce que tu veux. Il y a en fait, c'est un trou noir. On est face à un trou noir et on est obligé d'être aspiré par le mal le plus profond. Ouais. Puis il y a aussi le fait que l'auteur, enfin, tu vois, c'est pas une femme qui a. T'as des Émile Louis, enfin, tous ces tueurs en série qui sont connus et tout, mais là, en fait, c'est son mari. Ouais. C'est son pire ennemi, son bourreau, et son mari est un renversement total de ce que doit être un mari, un homme, un père. Et c'est l'homme qui se plaît à faire abuser sa femme. Enfin, c'est Sodome et Gomorrhe, quoi. Tu vois, c'est terrible. C'est terrible. Et là, même, t'as pas envie de prison, t'as envie de Cayenne. T'as envie de les envoyer dans un bagne et de leur mettre un mec qui, tous les jours, a pour mission de venir leur péter un os, quoi. Tu vois, et dire, et c'est ça jusqu'à la fin de leur vie, quoi. T'as envie que les mecs, pas juste soient retirés de la société pour pas qu'ils fassent de mal. T'as envie qu'ils souffrent leur race, tu vois. T'as envie qu'ils... Presque, je pourrais me porter volontairement. Bref. C'est un podcast, faut pas que je me calme. Faut que je me calme. Mais j'ai envie d'être Batman dans ce genre de truc. Tu vois, t'as envie de la vengeance. T'as envie de faire mal. Ouais, enfin bon, bref. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a le procès, c'est la question, est-ce qu'on a le procès d'hommes qui sont là? Est-ce que c'est la masculinité? Est-ce que c'est le patriarcat?
on voit qu'on a tout plein de choses, justement, où notre société est secouée, je crois. Il faut le voir comme ça, où on essaie de comprendre ce qu'il y a. Et quand on entend effectivement que c'est monsieur tout le monde, que c'est voilà, même des infirmiers, des pompiers, voilà, tu vois, des gens, on se dit, mais attends, mais peut-être les derniers qu'on penserait être capables de faire ça. Avant ça, il y a aussi tout un contexte culturel depuis quelques années avec la question de MeToo qui est là et de plein de choses voilà, qui viennent. Et puis on a ça là qui vient mettre sur le devant la question aussi du viol intra-familial, hein, dans la famille, dans le couple. La question de la soumission chimique, qui n'est pas que des femmes qui sont en boîte de nuit, qui vont se faire avoir, ça existe aussi dans le couple et tout ça. Et on a une partie de la société qui dit déjà qu'on ne peut pas faire confiance au moindre homme, que tous les hommes sont des violeurs en puissance. On a des hommes, on voit aussi, hein, qui sont ébranlés là-dedans et qui se mettent dans le lot eux-mêmes et qui veulent faire le procès finalement de toute la masculinité. Comment est-ce qu'on peut finalement réfléchir là-dessus, quoi? Ouais, et c'est là où ça fait vraiment beaucoup écho. Et d'ailleurs, on va en parler aussi la semaine prochaine. C'est un peu voilà, étonnant que ça arrive en même temps, mais la semaine prochaine, donc on va aborder dans le prochain épisode un nouveau chapitre du livre de Percy qui justement parle du développement de la vision de l'homme comme un être sauvage dont la masculinité s'affirme et se révèle en redevenant un petit peu la bête qu'il est à l'intérieur de lui. On veut voir hein, que c'est une des applications du darwinisme social, de considérer que le développement social et finalement la société est venue dompter l'homme qui à la base est quelqu'un de sauvage, et que s'il veut retrouver qui il est vraiment, eh ben, on doit retrouver cette sauvagerie. Donc on va parler de ça dans le prochain épisode. Et finalement, en fait, on est en plein dans ce que Percy dit, c'est-à-dire on est dans le script du vrai homme, du bonhomme, comme nous on l'a appelé. Ce script en fait qui est effectivement une construction sociale. Et là on est d'accord avec ceux qui disent ça. Et je crois que avec ce procès et avec un peu tout ce dont on parle autour de la masculinité, ça nous donne justement l'occasion de se demander comment notre vision du monde elle vient nous aider à décrypter ces faits de société et les messages qu'il y a derrière. Il y a des choses avec lesquelles on va être d'accord. Il y a des choses qu'on va dénoncer. À chaque fois, on en parle avec les points de contact et les points de contraste. Ouais. Premier point de contact, par exemple, quand on lit directement qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une vague qui a dit tous les hommes, voilà, c'est bien la preuve que tous les hommes sont pourris et qu'en fait tous les hommes sont des violeurs en puissance. Et en face, il y a eu Not All Men, un hashtag porté par les hommes qui dit non, attention, on n'est pas tous comme ça, et attention de pas essentialiser ce mal-là à l'homme. Et on est d'accord avec les deux, en fait. Le point de contact, c'est quoi ? C'est que oui, tous les hommes sont pourris. Oui, tous les hommes sont pourris. Tous les hommes sont pécheurs. Et en fait, il y en a aucun qui est juste. Et là, on est d'accord. La dépravation totale nous pousse à dire qu'on est tous d'accord avec ça. Et en même temps, le point de contraste, c'est quoi ? C'est que dire tous les hommes sont pourris, c'est pas de dire que être un homme ou que la masculinité est par essence toxique. Et donc, on reconnaît, à la fois on reconnaît la dépravation totale de chaque homme, de tous les hommes, et en même temps, on veut redéfinir la masculinité. Non pas parce qu'on voit, et encore moins par cette affaire, mais parce que Dieu dit de la masculinité. Pareil, le Not All Men, oui, en fait, on est d'accord avec ça. On est d'accord avec le fait de dire on n'est pas
On n'est pas tous des violeurs. Et en fait, une autre masculinité est possible. Et en même temps, c'est pas la première chose qu'on veut dire. Je crois que souvent, ce qu'on voit, c'est que au lieu d'appuyer l'horreur du péché, on va vite la relativiser, ou alors, quand on va trop loin, et ça aussi, c'était, on en avait déjà parlé, je crois, mais tu sais, Paul Essan, des fois, il disait, il faut aller trop loin avant dans son livre, là, qu'est-ce que la les équilibres, ouais, c'est ça. Parfois, il faut déséquilibrer avant de rééquilibrer, mais moi, je pense il y a un temps où il faut juste pleurer, en fait, sur ce truc, et juste dire, mais oui, c'est dégueulasse, et de prendre la mesure de l'horreur du péché. Ça veut pas dire être d'accord avec tous les discours qui vont être produits, mais brandir le not all men direct, c'est ne pas se rendre compte de l'horreur du truc. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va on va suivre tous les gens qui soulignent l'horreur du truc et dire la même chose? Que non, pas du tout. Mais se dédouaner d'un truc avant de pleurer avec la victime et de voir l'horreur que c'est, pour moi, en fait, on doit beaucoup plus dans la société. Je crois que c'est un point apologétique fort. On doit être d'accord que le monde est pourri et que nous sommes pourris. On doit le dire, et on doit le dire plus fort, et on doit le dire plus longtemps, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je pense que certains seraient surpris, justement, ceux qui disent tous les hommes sont pourris. Sinon, on arrive derrière et qu'on leur dit oui, et c'est même bien plus grave que ce que tu ne l'imagines. C'est pas déjà juste tous les hommes, c'est hommes et femmes. C'est ça. Et que Dieu dit que même celui qui a regardé la femme de son prochain pour la convoiter a commis l'adultère. Et qu'en fait, il mérite la même place en enfer que Dominique Pellico. Là, il vous dire wow, 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 tu vas trop loin. Mais en fait, la sainteté, la vision biblique du monde nous révèle en fait une sainteté, une justice. Vous voulez la justice, mais vous savez pas en fait ce que vous voulez. Vous ne mesurez pas les implications dramatiques pour nous tous, quoi. C'est qu'en fait, aucun ne peut passer le crible de la justice de Dieu, quoi. Et oui, effectivement, il faut d'abord, avant tout, pleurer avec cette femme. Moi, je suis très touché. Là, j'ai vu les vidéos quand elle rentre dans le tribunal. Il y a plein de gens qui sont là pour l'applaudir, pour l'encourager et tout. Je me dis, bah, waouh, tu sais, ça doit tellement lui faire du bien à elle et sa famille de voir quelque part cette femme il y avait un complot diabolique qui la détruisait, et de voir derrière que la société et des millions de personnes s'associent à elle, louent son courage, tu vois, d'accepter d'être mis comme ça, tu vois, sur la place publique et tout. Enfin voilà. Bon, même si, enfin, on dit tout ça à date d'aujourd'hui, on ne sait pas à la fin, et on connaît pas tout de cette histoire, mais de tout ce qu'on en sait, on se dit ouais, c'est vraiment cool. Mais je pense qu'effectivement, donc soit ça ne va pas assez loin, soit il y a une manière aussi de se dédouaner et de dire oui, mais bon, c'est le système un petit peu qui fait ça. Je trouve dans l'attaque qu'il y a du patriarcat, je trouve qu'il y a quelque chose un petit peu de mensonger là-dedans. Il y a l'idée, alors déjà, que tous les hommes soient comme ça, et je trouve que, tu te souviens, on disait dans l'introduction du livre de Nancy Pearcey, quand elle raconte cette anecdote de ce jeune homme qui se met en danger pour protéger des personnes dans un restaurant quand il y avait un tueur qui était rentré pour faire des assassinats de masse. Elle disait, bon, on avait le portrait de ce jeune homme-là qui est un homme bon, et de l'autre côté, un homme toxique qui veut tuer tout le monde. Et ben là, tu as d'un côté le vigile qui incarne ce qu'un homme doit être. Tu as les policiers qui ont fait plus que leur travail, dans le sens, ils auraient pu dire ouais, voilà, et tout, qui ont dit attends, un mec qui fait ça, est-ce qu'il l'a déjà fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On va creuser. Et qui ont mis à jour un truc horrible. Donc bravo à eux aussi. Et puis de l'autre côté, tu as Pellico, tu as les violeurs, et tu as tous ceux qui allaient sur ce site, qui voyaient qu'il y avait un mec qui faisait ça et qui disait rien. Tu vois, et combien il y en a?
Et combien il y en a? Et là, il y a combien il y en a de centaines ou de milliers? J'ai aucune idée de ce que représente ce genre de site, mais c'est complètement fou, quoi. Donc, on voit que tu as vraiment plusieurs modèles de masculinité et que tu as des hommes, heureusement, qui sont capables de faire des choses bien. Et je trouve que de parler de patriarcat systémique, il y a quelque chose de, je pense, de faux là-dedans. Je pense que les gens ne savent pas trop de quoi ils parlent quand ils parlent de ça, dans le sens où on n'est pas dans un pays patriarcal, dans le sens où on n'a pas de structure sociale, on n'a pas de loi qui traite les hommes et les femmes différemment. Femmes et hommes sont égaux en droit dans ce pays. Et on entend derrière, tu vois, le procès qui va être fait par certains du patriarcat. J'entendais, hein, j'ai lu je sais plus si c'est justement est-ce que c'était dans l'article que je t'avais envoyé ou pas, mais que c'était le procès en fait, du comportement de l'homme depuis des dizaines d'années, voire des siècles, qui renvoie sous-entendu, si tu veux, où ça serait finalement la France catho, la vision du patriarcat, tu vois, traditionnel judéo-chrétien qui ferait ça. Et en fait, je crois que soit une naïveté, soit une malhonnêteté intellectuelle, ou dans le sens, je ne crois pas que ce soit les valeurs catholiques et l'éducation du catéchisme qui ait mis ça dans la tête de ces hommes-là, qu'ils pouvaient faire ça. Je crois que la question de la révolution sexuelle et de son influence a beaucoup plus de choses à dire là-dessus. Quand tu entends, tu vois, tous les grands cas que tu as eu comme ça. En fait, ce cas, il est horrible, mais tu avais eu les cas de Daniel Cohn-Bendit, tu vois, de Polanski, de Maznev, de comment il s'appelle l'autre sur son île, Epstein. L'autre, le producteur, là, un nom qui ressemble aussi, là, l'américain, là, à l'origine de MeToo. Ouais. David Hamilton, je sais pas si tu te souviens de ça, de Flavie Fallemand et David Hamilton, ouais, le photographe. J'étais retombé sur des couvertures de trucs où tu avais des gamines de 13 ans, 13-14 ans, à moitié dénudées, et tu avais toute la presse qui disait « Oh, c'est génial, il fait ressortir l'innocence érotique de ces gamines et tout ». Et tout le monde était trop content. Dans les années 80, non, 70 ou 80, tu avais les Sartre, Simone de Beauvoir et tout machin qui demandaient la dépénalisation de relations des adultes avec les mineurs. Enfin bref, tu avais tous ces trucs-là, quoi. Et en fait, tu es dans une culture qui n'est pas neutre, une culture qui a amené avec la révolution sexuelle, en fait, une révolution culturelle dont la femme et les enfants sont les premières victimes. Bien sûr, les tu vois, faibles. c'est pas. Hein, pardon? Les plus faibles. Sont les plus faibles. Les plus faibles sont les premières victimes. Tout et à tu fait, le vois, on en parlait hier avec Alex, parce que là, il y a le gars qui a fait les documentaires sur les EHPAD, elle me disait, est en train ou a fait un documentaire sur les crèches. Ouais. Il avait montré les abus dans les EHPAD, et puis là, il montrait les abus dans les crèches. Et en fait, tu dis, c'est les plus faibles, toujours, qui trinquent dans la société. Ça va être les personnes âgées, les enfants et les femmes, en fait. C'est ça. C'est ça, c'est les plus faibles, tout à fait. Et c'est cette culture sécularisée qui a vraiment favorisé l'idée que le corps d'une femme est avant tout un objet de convoitise sexuelle, qu'il faut libérer la sexualité, etc. Alors on en arrive aujourd'hui à la question du consentement, tu vois, qui revient. Mais pour moi, ce procès, c'est plus le procès, tu vois, pas juste du patriarcat, mais de comment la société tout entière voit les femmes, et on y reviendra, mais tu vois, sans une vision biblique transcendante, tu vois, de ça, je vois pas comment tu peux apporter un cadre moral suffisamment solide pour dire que c'est juste horrible, quoi. Voilà. Et puis, un dernier truc, j'ai entendu beaucoup de discussions sur le fait de dire certains qui disent mais ces hommes sont des monstres, et d'autres qui disent non, 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 parce qu'en fait, quand on dit que ce sont des monstres, en fait, ça nous empêche de faire le procès des hommes. Ce sont pas des monstres, ce sont des hommes comme vous et moi, c'est monsieur tout le monde. Et je pense que là, tu vois, je me disais, est-ce que je suis d'accord ou pas? Mais en fait, je crois que je suis pas d'accord. Parce que je crois que justement, le péché
peut rendre les hommes monstrueux, tu vois. Et que certains hommes deviennent monstrueux, que pas tous les hommes, heureusement, se comportent comme cela. On le disait, tu as d'un côté une masculinité comme celle qu'on voit avec le vigile et les flics qui ont fait ça. De l'autre côté, tu vois, tu as ces hommes-là. Mais je crois que de pas accepter qu'on peut devenir un monstre, ça empêche de voir que notre société peut rendre des hommes, tu vois, peut favoriser le développement, tu vois, du péché aussi chez les hommes, quoi. Ouais. Et en même temps, je suis d'accord avec toi, et en même temps, je trouve que le truc bien avec ce truc de parler de monstre, j'arrive pas à parler, mais l'avantage de parler de monstre, de la même manière qu'on parlerait de, tu vois, de bête, ou qu'on parlerait de brute, tu vois, la brute, c'est un homme bestial, en fait, qui se comporte comme une bête. Ou qu'on parlerait de démon, tu vois, on montre, en fait, que justement, ce n'est pas dans la nature essentielle de l'homme d'être mauvais ainsi, et qu'il y a quelque chose qui vient dérégler cette nature, qu'il y a quelque chose d'étranger, de mauvais, qui fait que en agissant ainsi, on est moins humain. Et le péché nous avilit, et le péché nous transforme, change notre visage pour nous faire ressembler plus à une bête qui ne réfléchit pas ou qui agit par instinct, sans maîtrise de soi. Ou un démon. La corruption du péché nous rend... c'est ça. Ou un démon dont le seul but est de détruire et de voler. Ou d'un monstre, en fait, qu'on ne reconnaît plus, qui est tellement difforme, avec la monstruosité, tu vois, du péché. Et c'est là où c'est troublant, justement, c'est que ça ne se voit pas. En fait, on reconnaît facilement, ou on pense qu'on reconnaîtrait facilement un démon ou un monstre. Et là, en fait, on se rend compte que c'est justement Monsieur Tout-le-Monde. Et en fait, c'est cette dissonance. C'est cette dissonance entre ce que l'on voit et ce que les gens sont qui fait bugger tout le monde. En fait, parce que justement, si t'as pas la dimension du péché qui vient corrompre ce que tu es, et c'est aussi le langage, je pense que c'est le langage dans une vision immanente où t'as pas le péché, t'as une explication forcément sociologique ou thérapeutique, et donc c'est aussi le langage thérapeutique, c'est-à-dire que il y a quelque chose qu'on peut expliquer, qu'on doit expliquer, et sur lequel on va pouvoir agir avec des moyens matériels. Dans un monde immanent, une vision du monde immanente, la solution est le problème matériel, la solution matérielle. Est-ce que c'est chimique? On va te filer des médicaments. Est-ce que c'est sociétal? Eh ben, on va faire une réforme. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des choses, il y a tellement de choses, en fait, qui dépassent la dimension matérielle, et que si Dieu n'intervient pas dans sa grâce, et si ce n'est pas par la puissance de Dieu et par le sang de Christ, on ne peut pas être libéré de cette malédiction et de cette puissance des ténèbres. Et sans, en fait, compréhension d'un mal essentiel, qui est un mal démoniaque, surnaturel, qui vient corrompre notre nature, en fait, si on a un mauvais symptôme, on aura toujours des mauvaises solutions. Et en fait, c'est ça le drame. C'est que les affaires s'enchaînent. Et puis, beaucoup d'articles posent la question, est-ce qu'on a rien appris en 7 ans? Si, on a appris que, en fait, oui, le mal existe, tu vois. Mais en fait, rien de nouveau sous le soleil. et que tant que Dieu n'interviendra pas, les choses resteront telles qu'elles ont toujours été. Tout à fait, ouais. Et je trouve aussi, tu vois, c'est intéressant je pense il y a des limites, tu vois, justement dans la grille de lecture féministe, tu vois, de certains, tu vois, d'en faire vraiment une question de lutte de genre entre les deux, tu vois, avec cette grille de lecture-là d'un certain féminisme qui, pour certains, ont clairement même un agenda matriarcal, qui sera, dans tous les cas, aux dépens des femmes,
Mais comment est-ce que la bonne question, ça serait, mais comment aider notre société, les femmes et les hommes, à discerner la saine masculinité de la malsaine, tu vois? Mmh. Et en fait, c'est là où l'éthique sexuelle biblique est très contre-culturelle, parce que en fait, elle affirme la question de la sainteté du corps, du dessein de Dieu pour la sexualité, etc. Et il y a que l'éthique biblique sexuelle qui permet de protéger les plus vulnérables, et notamment et les femmes en particulier, et les enfants, etc. Il y a que c'est Pascal Denot qui a cette, je trouvais cette métaphore géniale, où il dit que la sexualité de Dieu, c'est enfin, la sexualité, c'est comme le cadeau de la sexualité, c'est comme le feu dans la cheminée. Mmh. Tant qu'elle est dans le cadre de la cheminée, ben, elle va réchauffer tout le foyer, elle est bonne, elle est positive. Mais quand tu sors ce feu de son âtre, tu détruis la maison. Et ben, en fait, quand la Mmh. société sort la sexualité du cadre biblique que Dieu a voulu, cadre vraiment ouais, biblique, quoi, de l'alliance, du mariage, de l'amour, comme manifestation de l'amour entre un conjoint et sa conjointe, quand tu sors de ce cadre-là, eh bien, en fait, tu conduis à ce genre de destruction-là. Alors, sur le moment, la société se dit: «C'est génial, on s'est libéré, faisons la révolution», mais derrière, tu comptes les victimes, quoi. Mmh. Ce qui ne veut pas dire qu'avant la révolution sexuelle, il n'y avait pas ça. Ça ne veut pas dire que, quand il y avait des cadres plus formels dans la société, de mariage, que, les couples mariés vivaient réellement, les 2 conjoints désiraient vivre, l'éthique biblique de la sexualité. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que si on la vit, eh bien, on se protège, justement les plus vulnérables, et on peut vivre quelque chose de vraiment bon pour nous, quoi. Ouais, c'est ça. Et Mmh. je suis, je suis étonné là dans tout ce que j'ai lu jusqu'ici. Bon, j'ai pas lu grand chose non plus, mais euh, tu vois, la question des vertus n'est jamais abordée. Ouais. On dénonce, Mmh. et comme on dénonce quelque chose qui est sociétal et sociologique, on veut aussi des changements au niveau sociétal et sociologique, mais il n'y a pas d'appel à la vertu. Il n'y a pas d'appel à ce que ce que nous on dit en fait, ce que la Bible dit, à ce que l'homme agisse de manière sacrificielle, Mmh. qui prenne soin, qui protège, qu'il aime, qu'il se maîtrise. Et en fait, on se rend compte que il y a des choses qui sont dénoncées, qui sont vraies. Il y a des constats qui sont justes, mais que la seule solution dans le monde de Dieu, face Ça. aussi au vrai problème, qui est le problème du péché, c'est à la fois de régler le péché comme il doit Mmh. l'être, mais aussi de rechercher ce qui doit être recherché. Et ce qui C'est doit ça. être recherché pour l'homme, c'est la vertu. C'est C'est la ça. question de dire, C'est ça. qu'est-ce que Dieu attend. Ouais. Mais si, en fait, si le problème il est social ou sociétal, dans un siècle, on aura d'autres problèmes C'est ça. sociaux et sociétaux, et on aura d'autres solutions. Mais il n'y a rien qui change, en fait. C'est ça. Et c'est vrai, tu as raison, c'est très juste. En fait, on passe son temps à dire ce que l'homme ne doit pas être. Il ne doit pas être toxique, il ne doit pas être machin, mais on a beaucoup de mal à dire ce qu'il doit être. Parce que si on dit ce qu'il doit être, alors forcément, on en arrive à une forme D'essence. et d'essence et d'universalisation de ce qu'il doit être, de bien et de mal, quoi, tu vois, d'universalisme. Et pour universaliser la chose, pour en faire des choses, voilà, des catégories essentielles, en fait, il faut une transcendance. Parce que sur quelle base, en fait, tu reposes le fait que l'homme, il doit être comme ça et pas autrement? Ça se trouve, comme tu viens de le dire, dans 20 ans, on dira l'inverse. Tu vois? Ah oui. Et il y a que, et quand tu enlèves Dieu comme premier domino de tout ça, comme celui qui vient vraiment poser le cadre, et que c'est toi qui poses le cadre, ben on voit ce que ça donne, en fait. Et C'est pourquoi ça. ça serait mal, dans le fond? Pourquoi un homme, et si on en revient à cette vision un peu darwinienne, tu vois, de dire, bah, c'est le plus fort qui l'emporte, et c'est nécessaire pour la survie, tu vois, d'une société, bah, en fait, si c'est comme ça, pourquoi ça devrait pas être comme ça? Mais Comment on certains sont justifie que ça allés ne devrait pas jusque-là, être hein. comme ça? Mais complètement, Certains sont allés complètement. jusque-là avec la question de l'infidélité et même du viol. Exactement. Euh, Et tu entends des discours, bah, c'est sa femme, il en fait ce qu'il veut, quoi.
tu vois. C'est ça. En fait, c'est plus fort qui décide. Quand t'enlèves toute base transcendance à la moralité, t'es foutu, quoi. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est la question aussi qu'on se pose, c'est comment la société participe-t-elle? Tu vois, il y a le rôle, on l'a dit, il y a les catégories bibliques nous aident à comprendre que c'est le péché en nous qui nous pousse à faire ça, mais il y a aussi une influence, tu vois, de la société qui joue là-dedans. Et c'est clair que ce qui m'interpelle, moi je crois que vraiment aujourd'hui, on récolte pas les fruits du patriarcat du Moyen Âge, mais plutôt de la libération sexuelle de notre société. Mais je crois que notre société est trop aveuglée, trop attachée à ça pour faire son autocritique là-dessus. Mais ce regard-là et le fait que c'est possible, que c'est bien, ou que plutôt c'est pas si grave, où je pensais pas qu'une femme, enfin tu vois, t'entends les défenses des mecs, elle dormait, c'était peut-être un jeu, ou j'étais pas, enfin voilà, que c'était pas si grave, etc. En fait, ce regard aussi, moi je trouve, tu vois, de le fait que la société ne fasse pas le lien avec la pornographie. Tu m'avais envoyé un article qui parlait de ça. Sur l'humanité, ouais. Ouais. Humanité.fr. En fait, tous ces hommes-là, de ce que j'ai vu, tu as énormément de gars qui ont des liens avec la pornographie. Pellico en avait énormément. Et en fait, tu n'as personne qui fait 2 plus 2. Tu te souviens, moi j'ai publié un article là-dessus, là, sur le rapport sénatorial sur l'industrie du porno. Et il y a eu un complément d'enquête là, avec Élise Lucet, où un gars de l'industrie du porno disait notre objectif est de faire dévier la sexualité de populations entières. Tu prends cette phrase et tu rajoutes l'affaire Pellico. Et là, tu dis, les mecs, mais vous dites pas qu'il est temps d'ouvrir les yeux, en fait. Et quand tu es dans une société qui permet ça, qui, dans sa culture, accepte qu'il y ait une place si prépondérante dans la pornographie, ou dans les catégories que tu as qui sont mises en avant, tu as la question du viol et à son insu, etc. Mais tu m'étonnes que les mecs, après, ils apprennent à fantasmer là-dessus pendant des années et ils ont envie de tester pour de vrai. Non, mais ouvrez les yeux, quoi. C'est fou. Mais vous vous rendez pas compte un peu de ce qui se passe. Et ça, tu vois, cette métacritique, cette prise de recul, mais tu as l'impression que tu n'as aucun acteur dans la société qui est capable de le faire et de dire, mais il faut lutter contre ça. Tu vois qu'il y a quelque chose de bien plus global, plus que simplement la patriarcat, les hommes, et c'est une lutte d'hommes contre femmes. Il y a quelque chose de bien plus profond, quoi, tu vois, dans notre compréhension de la sexualité, de la femme en général, etc., tu vois, qui est vraiment là et qui doit être combattu, tu vois, pour protéger les femmes, quoi. Parce que sinon, en fait, effectivement, tu continues de compter aussi les victimes. Ouais, mais c'est l'endroit où la révolution sexuelle se tire une balle dans le pied. Ouais. Parce que il y a une telle promotion de la liberté individuelle et aussi une telle promotion de la liberté sexuelle que la pornographie n'est plus moralement mauvaise, mais qu'elle est le lieu de l'expression et de l'émancipation du moi. Et tu vois et que tout cadre moral à la sexualité est intolérable. Hormis la question du consentement, dans le sens parce que ça exclut les minorités de ceci, les machins, les pratiques de ça, etc. Tu vois, et tu vois dans les dernières années là, l'émergence de OnlyFans. OnlyFans, à la base, c'est un réseau social qui a été créé par un gars pour les artistes, pour que des petits créateurs puissent ouvrir un compte, montrer leur création, et puis avoir des gens qui sont abonnés, avoir un revenu, en fait, générer un revenu. Donc, c'est l'ubérisation un peu de la création, et créer un revenu comme ça sur Internet. Dans la minute, je pense qu'il y a un gars qui s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du sexe et on va se faire des en or. Et maintenant, le truc, voilà, OnlyFans, on l'associe plus du tout à ça, on l'associe que à la pornographie, et c'est
Et c'est, je sais pas moi, Jessica, 17 ans, qui veut, j'allais dire arrondir ses fins de mois, mais en réalité, elles se font des sommes monumentales. Et en fait, c'est une culture de la pornographie comme réalisation de soi, et comme affirmation de sa liberté sexuelle. Et donc, bien sûr que c'est la libération sexuelle, c'est la révolution sexuelle qui a permis OnlyFans. Et bien sûr que OnlyFans alimente toutes les perversions et et la culture du viol, bien sûr. Bien sûr. Et, oui, tout à fait. Et tu as avec ça aussi, je veux dire, les femmes aussi, dans ce contexte-là, ont bien compris qu'elles exerçaient une forme d'emprise, de séduction sur les hommes à travers la sexualisation de leur corps et tout ça. Et quelque part, tu te retrouves avec des situations qui sont terribles où tu as des femmes qui vont jouer de ça et qui derrière vont se retrouver victimes de mecs violents, tu vois. Et alors sans dire que ça excuse, tu vois, que ça donne des circonstances, tu vois, atténuantes à l'homme et tout ça, mais on est dans une société qui ne cesse de dire aux femmes ce qu'elles doivent être attirantes, qu'elles doivent être séduisantes, qu'elles doivent être aguichantes, etc. Les modèles qu'on met en avant, c'est toujours des modèles, tu vois, de femmes stéréotypées, quoi, tu vois, sexy, machin, etc. Et du coup, les femmes sont éduquées par la société de dire, mais si un homme ne peut m'aimer que si je suis comme ça. Et en fait, on refuse que ça, qu'il y ait des conséquences à cela qui sont que, en fait, ça crée chez les hommes aussi un regard ultra sexualisé sur les femmes. Ouais, c'est clair. Mais peut-être pour avancer, on a déjà dit des choses là-dessus, mais pourquoi en fait, il me semble que cette situation-là révèle que notre société a besoin de redécouvrir la vision biblique. Je ne dis pas culturelle judéo-chrétienne de la masculinité, mais la vision biblique de la masculinité. Bah, dans notre vision du monde, dans la vision du monde chrétienne, les normes de Dieu sont ce qui permet au monde de continuer à bien tourner. Et non seulement à bien tourner, mais aussi à permettre, dire, les normes de Dieu sont nécessaires à l'épanouissement humain. Et donc, on le voit dans l'Écriture, dès que l'on va à l'encontre de ces normes, et c'est exactement à la fois la manière dont le péché s'est infiltré dans le monde et dont le péché vient détruire le monde, c'est qu'il vient renverser les nombres de Dieu. Et il y a certaines ordonnances créationnelles qui sont la trame du monde. Le mariage en fait partie. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on voit dans les premiers chapitres de la Genèse, c'est que le péché vient renverser l'harmonie qu'il y avait entre Adam et Ève et vient la remplacer par l'inimitié. Le travail est bouleversé. Le mandat qui est confié à l'homme et la femme de continuer l'œuvre de Dieu dans le monde, d'ordonner, de remplir la création, est complètement bouleversé par le péché qui vient pervertir tout ça. Et donc, en fait, être un homme selon Dieu, être une femme selon Dieu, c'est juste vivre de la manière dont Dieu nous a créés. Et ça montre à la fois, au milieu d'un monde qui n'est pas comme il devrait l'être, ça montre le monde tel qu'il devrait être. Ça donne à la fois un aperçu d'un monde perdu et d'un monde à venir. Et en fait, pourquoi la société a besoin de la vision biblique de la masculinité ? Je crois à la fois pour montrer plusieurs choses. À la fois pour montrer à quoi devrait ressembler un homme, pour montrer qu'il est possible qu'un autre modèle de société est possible. Et je crois que c'est l'Église qui montre le modèle de société. C'est ça. C'est pas juste moi, c'est l'Église. Et c'est pour ça que c'est
on a une dimension individuelle, mais on a aussi une dimension collective. On a une réponse individuelle, c'est notre responsabilité à chacun, mais aussi on a une responsabilité collective. Et c'est à chacun de nous, mais aussi à chacune de nos églises de se saisir de ça. Et donc pour changer, bien sûr que ça commence par nous, mais ça commence aussi dans la société par l'église. Et donc là, l'église doit être un microcosme, une mini-société, un mini-monde en fait, qui montre que c'est pas une fatalité. Et la seule chose, et c'est le dernier truc, qu'est-ce que ça montre aussi? Ça montre la puissance de la grâce de Dieu. Ouais. C'est un truc dont on va parler dans le prochain épisode. Nancy Pearcey donne plusieurs exemples d'hommes qui étaient des fervents défenseurs d'une espèce de masculinité toxique, violente, misogyne, etc., et qui ont été saisis par la grâce de Dieu et qui ont renoncé publiquement et qui ont enlevé tout ce qu'ils avaient produit et renoncé publiquement aux positions qu'ils tenaient jusqu'alors. Et en fait, il est possible de changer individuellement et il est possible d'avoir des sociétés qui sont changées. Alors, on est réaliste et on n'est pas non plus utopique, mais on sait que par la grâce de Dieu, Dieu a la puissance de nous délivrer de ce péché. Le péché qui, à la fois, et ça c'est la grande impasse du péché, on pêche volontairement, mais on pêche nécessairement. On pêche volontairement, et en fait, tous ces hommes qui sont là sont à la fois victimes et coupables de leur péché. Coupables parce que c'est eux qui ont péché, que personne ne les a contraints à pécher, qu'ils ont péché de leur plein gré, et qu'ils ont péché en suivant les volontés de leur chair, les volontés de leur passion. Et en même temps, on sait que, fondamentalement, ils pêchent de manière nécessaire. Et donc, en fait, on est dans une impasse. On fait le mal on pêche parce qu'on est pécheur, et en même temps, on pêche volontairement. Donc, c'est quelque chose dont on est coupable et dont on ne peut s'extraire. Et il n'y a que la puissance de la grâce de Dieu qui peut nous délivrer de ça, qui peut nous faire marcher dans un autre modèle de masculinité. Et donc, on peut être des hommes qui montrent à une société malade, à une société cynique, à une société morose, que ce n'est pas ce que Dieu veut, et que ce n'est surtout pas l'enseignement biblique. Et je crois que c'est aussi une apologétique polémique. En fait, être un homme chrétien, un homme selon le cœur de Dieu aujourd'hui, c'est polémique. Parce que notre manière de vivre, non seulement est contre-culturelle, comme tu disais, mais elle vient aussi défaire les mensonges selon lesquels ce serait la religion qui nous conduit à vivre ainsi. Au contraire, la religion pure et sans tache, dit Jacques, c'est celle qui prend soin de l'autre, qui prend soin des plus faibles. Ouais, tout à fait, c'est excellent. J'ai pas grand-chose à dire. T'as dit vraiment l'essentiel. Je pense que notre société a vraiment besoin de la vision biblique de la masculinité qui doit être incarnée par les hommes chrétiens. Parce que si on fait que tu vois, le discours de la société, c'est de dire oui, il faut augmenter la qualité de la prise en charge des femmes qui se font violer ou qui se font agresser. Il faut faire un meilleur travail de prévention, etc. Mais en fait, ce travail, il arrive toujours. Je veux dire, c'est dérisoire, quoi. Alors oui, c'est bien. Il faut augmenter la qualité de la prise en charge et tout ça, mais la seule véritable prévention qu'il peut y avoir, c'est justement une masculinité biblique. Parce que la masculinité biblique valorise l'homme comme protecteur, sacrificateur, serviteur de la femme et de son épouse en particulier. Il l'honore. Aucune autre vision du monde ne donne à la femme une vision si estimée, que la femme est vraiment créée à l'image de Dieu, qu'elle doit être protégée, chérie, etc. Que la force de l'homme n'a pas d'autre but que d'être au service de justement la protection de ceux qui sont plus faibles, et que la
la perversion vient quand l'homme devient justement l'inverse de ce qu'il est censé être. C'est le renversement du péché, quoi. Il vient devenir exploiteur, oppresseur, dominateur, etc., quoi. Et que ce n'est pas la, la, la condamnation de la masculinité qu'il faut voir, mais la masculinité pervertie par le péché. Et que donc les hommes qui, eux, chrétiens, qui sont régénérés, habités par l'esprit, qui suivent Christ, qui veulent lui ressembler, doivent témoigner dans la société qu'on peut être un homme différemment. Et je voudrais rajouter à ce que tu disais vraiment aussi le rôle spécifique des femmes. Je pense que tout ça crée dans la société toujours une plus grande défiance entre les sexes. Ça dégoûte les femmes des hommes. Et je pense que les femmes chrétiennes mariées, même celles qui ne sont pas mariées, mais qui voient des hommes dans l'Église qui ont un bon comportement, peuvent être des témoins pour dire aux femmes, en fait, si tu flippes des hommes, t'as raison, ils sont pécheurs. Mais si tu savais, si tu te maries avec un mari vraiment qui aime Dieu plus que tout, qui veut suivre Jésus, qui lui fait la première place dans son cœur et qui est aidé par Dieu lui-même, qui habite en lui par le Saint-Esprit, tu pourras avoir un mari qui sera un bon mari, quoi. Que c'est vraiment possible. C'est pas juste une idée comme ça, quoi. Et je pense encore, on l'a déjà dit plein de fois, mais que nous, les hommes, on a un tel rôle justement de ce que tu disais, de contre-témoignage et de ce qu'on doit être, ce qu'on doit représenter dans la société. On n'est pas responsable de tous les hommes. On ne peut pas les représenter. Mais nous, on doit représenter justement, en tant qu'ambassadeur du royaume, les vertus du royaume de Dieu et de ce que Dieu attend de nous, et que notre responsabilité, elle est là, individuellement et en tant qu'Église, et qu'on doit montrer à la société que, ouais, en fait, le modèle biblique n'est pas un carcan qui t'empêche d'être heureux, mais c'est un cadre qui te rend libre et te permet de vivre une pleine joie dans tes relations aussi, parce que tu as un cadre qui est voulu par Dieu, et c'est pour ce cadre-là que tu as été créé, et que rentrer à la maison de Dieu, et ben en fait, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie, quoi. Donc voilà. Excellent. Yes. Et écoute, je te propose qu'on en reste là. Oui. Si vous voulez prolonger cette réflexion avec nous, on vous invite à vous abonner à Memento Mori. On a commencé toute une série. Si c'est la première chose que vous écoutez de nous sur la question de la masculinité, sachez qu'on a développé toute une série qui s'appelle le Toxic War Masculinity, où à travers un livre, là, on réfléchit sur le sujet. Donc, on vous invite à écouter les épisodes, à vous abonner à Memento Mori, à la chaîne YouTube de Tout pour sa gloire, à lâcher un pouce, etc. Partagez à vos amis aussi si vous pensez que ça peut les encourager. Et on se retrouve, Matt. Ouais, attends. Ouh là, ok, d'accord. Si vous êtes sur YouTube, mettez-nous un pouce là, maintenant, sous la vidéo. Et si vous êtes sur, Spotify, non. Et si vous êtes sur Spotify, c'est un peu toxique. Mais tu remarqueras, les mecs qui disent mettez un pouce, ils disent pas s'il vous plaît en fait. Ouais, peut-être. Si vous êtes sur Spotify, vous pouvez noter l'émission si vous l'avez pas fait, mettre 5 étoiles. Je pense que c'est une certaine masculinité toxique qui t'empêche de mettre un pouce. Oui, parce que si tu es une personne bonne, si tu as du courage, voilà, tu fais ce qui est bien. Et ce qui est bien, c'est de rivaliser d'estime réciproque. Et comment tu rivalises d'estime réciproque sur YouTube? Tu mets un petit pouce aux copains. Voilà. Et alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais sous chaque épisode sur Spotify, vous pouvez nous laisser un petit commentaire. Et on a eu certains, là, on a vu. Et c'est super sympa. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et vas-y, tu veux dire quoi? Tu veux dire une bêtise? Je voudrais juste encore passer le bonjour à plusieurs personnes qui se reconnaîtront. Mais j'étais dans un week-end d'église à Paris avec l'église des Ternes. Pardon, je confonds, avec l'église Saint-Lazare. Et j'ai rencontré plusieurs auditeurs et éditrices de Memento Mori. Donc, je vous passe bien le bonjour. Et dis-toi, on a un frère qui habite en Basse-Normandie
et qui nous écoute alors qu'il est en train de traire ses vaches. C'est bon, ça. Et c'est ça très, très fait bon. plaisir, tu vois. Ça fait plaisir parce que, voilà, d'autres en marchant, d'autres, voilà, enfin bref. Donc, voilà, merci beaucoup pour vos encouragements. On fait ça pour vous. Lâchez des pouces en échange. Donc, c'est tout. Tu voulais dire encore des trucs? Non, tu Non, tu voulais encore faire ouin ouin, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, allez, à la semaine prochaine. Salut.